Bonjour à tous, du coup, on est là aujourd'hui avec Thomas. Thomas qui est un habitué des lives de Product Crew, c'est pas la première fois qu'on te reçoit et à chaque fois tu délivres, donc ça fait plaisir, on a toujours grand plaisir à te recevoir. Aujourd'hui, on va parler de tes derniers projets chez Encore Store. La dernière fois qu'on t'a reçu, tu étais chez Molotov et vraiment en termes d'impact, c'était assez ouf ce que tu avais partagé de ce que vous avez fait justement côté data chez Encore Store, chez Molotov. Et là, ça fait même pas un an, je crois, que tu as rejoint Encore Store et il y a déjà des choses assez dingues à raconter. Donc ça fait plaisir. Dites-nous dans le chat ce que vous faites. Est-ce que vous êtes dans la data, dans le produit, en startup, plutôt grand groupe? Salut David, salut Bertrand, Thomas, tout le monde qui salue là, ça fait plaisir. Envoyez des petits messages dans le chat. On est content de savoir ce que vous faites et peut-être aussi ce que vous avez envie de voir aujourd'hui. Euh, je vais rapidement présenter deux, trois infos clés avant qu'on te file la parole. Ensuite, on partira pour une petite trentaine de minutes sur la masterclass de Thomas et à la fin, vous aurez le temps de poser toutes vos questions. Donc, profitez-en et balancez des questions tout au long du live et on les prendra à la fin, bien sûr. Juste avant, si vous ne connaissez pas The Product Crew, on a une communauté, je pense que c'est la plus grande communauté qui rassemble en France les profils de la tech, du produit, de la data et du design. Voilà, donc il y a plus de 10 000 personnes dans la communauté maintenant. On échange en continu avec 800 entreprises qui font partie de notre réseau de clients et qu'on aide à trouver justement des profils voilà, de ces métiers à recruter concrètement. Et chaque mois, il y a entre 1000 et 1500 talents qui sont actifs dans la communauté pour justement trouver leur prochain rôle. Je voulais vous partager des petites ressources qui vont bien complémenter ce live. Le premier, c'est comment tu améliores ton produit tech grâce à l'IA. On avait bossé, je crois, avec 7-8 startups. Ça va de AgroLeague, de 360 Learning, à Jelly Smack, à des plus petits projets. Dedans, il y a par exemple comment est-ce que une brasserie, une microbrasserie a réussi à créer un produit tech avec de l'IA. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur avec des exemples pour voir comment est-ce que avec un peu de GenAI et de LLM, vous pouvez sortir des fonctionnalités hyper vite et ils vous donnent tout sur comment ils ont fait ça et quel type de fonctionnalités ils ont créé. Et ça va de gros scale-up comme 360 Learning à petits projets comme un réseau social qui s'appelle Bip. Donc voilà, n'hésitez pas à le choper, il faut juste mettre un petit coup de QR code. Et l'autre ressource que je voulais vous partager aujourd'hui, on la partage à chaque fois, mais à chaque fois, il y a 50 personnes qui la téléchargent directement. C'est les salaires de la tech. Donc voilà, il y a 3200 personnes qui nous ont donné leur salaire. On a fait des graphes pour vous donner vraiment une vision actualisée du marché. N'hésitez pas à la choper. Pareil, QR code, et puis vous la recevez par email. Et je crois que Toli est en train de vous mettre les petits liens dans le chat si vous n'avez pas de téléphone pour flasher. Dernière chose, c'est au sujet des recherches. Vous êtes nombreux et à rechercher là en ce moment. Je reçois beaucoup de messages sur LinkedIn. Sachez-le, on fait une grosse session de recrutement régulière. Là, c'est la dernière de l'année. Elle vient de se lancer. Si vous voulez vous inscrire, ça prend 2 minutes. Vous nous dites concrètement ce que vous cherchez et après on vous match avec les rôles qui sont ouverts dans la communauté. Et voilà, ça vous permet de lancer directement des process de recrutement avec des bonnes startups. Comme vous le voyez, on a bossé aussi bien avec des petites startups qui commencent à avoir de l'attraction que de la scale-up, aussi des PME tech. Hein, on en parlera plus rarement, mais les PME tech recrutent énormément. C'est des modèles déjà hyper rentables. Voilà, on bosse avec beaucoup de ce type de boîtes et du grand compte aussi. Voilà, ça va même jusqu'à du PSG, de la BPI, des choses comme ça. Là, pour le coup, le QR code, c'est si vous voulez recruter, vous avez des besoins dans votre équipe, on vous aide là-dessus. Pareil, à vous présenter les profils de la communauté qui sont en recherche et qui correspondent exactement à vos besoins. Et donc, on fait les matchmakers. Très concrètement, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je vois qu'on est presque 150 dans le live. Il est 12h05, ça continue à monter. Mais on va pouvoir commencer. Thomas, merci encore d'être avec nous. Ça fait plaisir de te recevoir à nouveau. Tu vas pouvoir enchaîner sur ta masterclass et puis on se retrouve juste après avec les questions. À nouveau, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat pendant le live, on les prendra à la fin et on discutera avec Thomas de tout ça.
Trop cool. Merci Mathias. Eh bien, bonjour à À tous. toi de même. Ravi de vous retrouver ou de vous trouver. Ça dépend si on s'était déjà vu la dernière fois ou pas. En effet, comme le disait Mathias, moi je suis passé par quelques boîtes. L'avant-dernière, c'était Molotov TV, une application de streaming où je suis resté près de 4 ans. Et ça fait plus d'un an maintenant, pour te répondre Mathias sur ton commentaire. Je sais plus, fin novembre de l'année dernière, donc ça fait quasiment un an que j'ai soufflé ma première bougie. Dans une scale-up, on dit souvent que les années comptent double, et en effet, vu la masse de taf qui a été abattue sur 2024, mais l'équipe est super talentueuse, donc on avance bien. C'est sympa de pouvoir prendre la parole aujourd'hui et vous parler de GenAI. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une demi-heure de talk et 15 minutes de questions-réponses. Et donc, je vais vous parler rapidement d'Encore Store, juste pour que vous compreniez un peu ce qu'on fait au niveau du business. Ça permettra de comprendre un peu mieux comment on a adressé nos use cases et quels sont nos objectifs chez Encore Store. Ensuite, je vous parle des use cases, de comment on a approché le topic. Ensuite, rapidement, quels sont les enseignements, ce qu'on a plutôt bien fait, ce qu'on a appris de nos erreurs. Et ensuite, on déroule autant de questions-réponses que vous souhaitez, jusqu'à ce que mort s'en suive ou que je demande à partir déjeuner, tellement je suis mort de faim. Voilà, donc rapidement sur Encore Store. Encore Store, c'est une boîte qui a quelques années derrière elle, phase d'hypercroissance, licorne, grosse valo il y a quelques temps. Depuis, la crise des marchés a remis un petit peu de rationnel, à la fois dans la valo de la boîte et dans nos objectifs. Avec aujourd'hui un objectif qui est très simple, qui est de monter comme une marketplace B2B, donc de monter avec un effet volume, un effet usage qui est assez important. On est une marketplace B2B, mais de petite B2B. Alors, on a des très grosses marques. On a des marques comme Lego, comme Jimber, qui sont extrêmement connues, qui font beaucoup de volume d'affaires avec nous. Mais on a aussi des toutes petites PME. L'exemple que je prends toujours, c'était l'été dernier. Je descends faire un tour des vignobles dans l'arrière-pays niçois. Et je rencontre quelqu'un qui me dit voilà, moi je fabrique des savons, true story, hein, je vous raconte, c'est pas une blague. Et dimanche matin à 10h, je suis déjà en train de déguster mon 3e verre de vin, et elle me dit voilà, moi je fais des savons, je suis une petite productrice indépendante, etc. On est 2 dans la boîte. Je suis à la fois la comptable, la commerciale, la personne qui produit les savons et tout. Et à l'autre bout de la France, je me dis tiens, je vais lui vendre Encore Store. Et en fait, elle me dit ouais, je suis déjà sur Encore Store, on fait un peu de business, etc. Donc en fait, des très petites structures qui sont mises en relation. Notre objectif, c'est des petites boîtes qui fabriquent des produits qui sont soit niches, soit qui ont besoin d'un canal de distribution, qui n'ont pas envie de mettre sur Amazon, parce que sur Amazon, ils sont à côté de produits avec beaucoup moins de qualité, un driver prix qui est caricatural. Donc, on a ces petites marques qui fabriquent des produits. On en a à peu près 30 000. Et on a de l'autre côté des commerçants. Donc, c'est des patrons de concept store qui ont 50, 60, 100, 200 mètres carrés dans différentes villes. On rayonne principalement sur le marché français, UK, Spain, Allemagne et des pays satellitaires, donc principalement sur la zone IMIA, avec un gros poids du corps sur le marché français. Et là, on a 300 000 commerçants indépendants qui veulent trouver des marques un peu sympas, un peu niche, qui veulent être toujours en haut de la vague et qui veulent attirer les meilleurs produits qui vont bien se vendre. Et notre objectif, c'est d'aider le commerce indépendant à être shiny sur la place, à savoir un bon fit entre les produits et leurs commerçants finaux, le commerce indépendant qui peut opérer et briller, comme c'est dit dans un bon anglicisme sur la slide. On a principalement 3 piliers, la partie digital marketplace, donc le site web en lui-même, très simple, et en même temps beaucoup de complexité liée à notre côté petit B2B, à savoir le fait d'exposer des produits, de présenter les produits, de les présenter d'une façon à peu près uniforme. Et donc c'est pour ça que je vous amène sur cette discussion-là, présenter les produits de façon uniforme alors qu'on a 30 000 marques. Il faut imaginer que des marques qui fabriquent du savon quasiment dans sa cave, en fait, comprendre quels sont les métadatas du produit, comment elle présente son produit, est-ce qu'il y a un SKU à son produit, comment détecter que les produits sont similaires, etc. En fait, elle ne s'intéresse pas du tout, cette personne-là. Ce qu'elle veut, c'est juste fabriquer ses savons et les vendre. Sauf que nous, on est une marketplace où il y a
4 millions de produits, une diversité de produits démentiels. Et donc, notre objectif, c'est d'apporter un peu d'uniformité dans ce catalogue produit. Et c'est notamment pour ça qu'on va en parler à l'occasion de ce GenAI Talk. Donc, voilà, premier grand pilier, la partie Digital Marketplace. Notre objectif, c'est de faire venir des commerçants qui découvrent des produits, qu'ils transactent le produit, enfin qu'ils achètent le produit et ensuite qu'ils reçoivent le produit en bon état rapidement chez eux, enfin dans leur point de vente. Plus gros focus de la boîte. On a bien sûr la partie commerce. On est une marketplace B2B et donc la partie relationnelle est absolument incontournable. On a des marronniers liés à la partie e-commerce, des marronniers qui sont principalement autour de 3-4 par an, et la préparation du Black Friday qui est l'événement commercial, et vous l'avez vu peut-être si vous vous êtes documenté un peu au cours des dernières semaines, qui est quasiment plus important que certaines soldes qui étaient un peu le marronnier de l'époque, les soldes d'hiver, les soldes d'été. On n'est plus trop dans ce délire-là en 2024 dans le commerce indépendant. Et aujourd'hui, il faut trouver des nouvelles clés et des nouveaux leviers pour vendre au moment où les consommateurs sont prêts à acheter, sans nécessairement avoir un driver prix qui déprécie la marque et la marge, mais le bon moment pour les commerçants qui veulent distribuer, qui n'ont pas forcément beaucoup d'espace de stockage et qui veulent assez rapidement vendre leurs produits. Donc la partie commerce, voilà, deuxième grand pilier avec des account exécutifs, des key relationship managers qui s'assurent à la fois en pré-sales et en post-sales, en pré-intégration des commerçants ou des marques, et après dans le cycle de vie du business, de s'assurer que tout fonctionne très bien. Et on a la partie supply chain qui est le troisième grand pilier, qui est un gros asset stratégique pour Encore Store. Le fait de pouvoir distribuer des produits physiques. C'est un truc qui est peut-être un peu moins connu dans la tech, parce qu'on est souvent habitué à manipuler des objets digitaux. Mais en fait, le produit, il est fabriqué à un endroit. Donc je reprends toujours mon exemple de la nana qui fabrique des savons à Nice. Et donc, elle produit son savon dans la RP niçois. Et puis, en fait, 48 heures plus tard, il faut qu'il soit dans le concept store, dans le 2e arrondissement, prêt à être distribué. Et donc, il y a une question du flux physique du bien qui se pose. Est-ce qu'elle envoie directement à son point de vente, à son client B2B à Paris? Est-ce qu'elle passe par nous pour stocker le produit? On a un espace de stockage dans le sud-est de Paris, et donc plus rapidement, il est proche de la zone parisienne, qui est notre principal épicentre, enfin barycentre au niveau des flux physiques. Et donc la question de est-ce qu'on envoie directement, est-ce qu'on passe par des contrats de distribution dans Encore Store, parce que comme n'importe quel grossiste, on a un effet volume et donc potentiellement on a un levier prix sur les transporteurs. Tout ce troisième pilier est un asset important pour Encore Store et un pari dans notre croissance volumique qui permettra derrière d'amortir nos coûts et d'en faire un asset stratégique long terme. Voilà, quelques points de données, j'en ai déjà parlé, 300 000 retailers, 30 000 brands, et un certain nombre de pays. Je ne vous parle pas des brands et des retailers, sauf peut-être Marcel et Lily, que vous connaîtrez peut-être de nom, mais les retailers, vous ne les connaîtrez pas et c'est bien normal, c'est des points de vente indépendants. Si vous n'êtes pas dans la zone de chalandise, en fait, vous les verrez jamais passer. Et donc, notre objectif, c'est d'aider ces commerçants indépendants à faire du business. Et je recherche, mon pointeur. 3 sujets dont on aurait pu parler aujourd'hui. La première chose, c'est la partie exploitation d'un vendor que vous connaissez peut-être, qui s'appelle OpenAI. Il est assez peu connu sur le marché, qui nous permet de numériser notre donnée, et données principalement textuelles, et d'en faire des embeddings. On exploite ces embeddings qu'on met dans nos algos, et derrière on fait les sujets un peu tarte à la crème du machine learning. Donc c'est chose qui aurait pu être à l'ordre du jour aujourd'hui. Deuxième gros topic qui est assez sympa, qui s'appelle Jarvis. Alors Jarvis, c'est la petite référence à Tony Stark pour ceux qui ont la ref, qui est un agent LLM qu'on a développé en interne pour préparer des SQL queries et chercher du knowledge management dans notre Notion. Troisième sujet, et donc je ne vous fais pas de teasing plus longtemps, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, la partie manipulation du catalogue et précision du catalogue pour, entre guillemets, apporter un alphabet, un langage commun entre l'ensemble
des marques qui sont intéressées à l'idée de distribuer à l'ensemble des retailers. C'est un peu caricatural parce qu'on a plein de verticales. On vend du textile, on vend des produits périssables mais non frais, on vend des bijoux. Donc, bien sûr, si vous êtes le concept store qui vend du textile made in France pour les 0 à 8 ans, acheter du vin ou acheter des bougies, ça ne vous intéresse pas trop. Et donc, on est un peu à la fois le Cdiscount, le Carrefour, le Maison du Monde. Et donc, ça pose quelques problèmes au niveau de la manipulation de la métadonnée au niveau des produits. Et c'est aussi pour ça qu'on est assez content d'avoir fait ce use case, en particulier la GenAI sur notre donnée catalogue. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Première intro, la question qui se pose, et je pense qu'elle est un peu centrale, c'est comment on a priorisé nos use cases GenAI. L'exemple tarte à la crème et la façon de prioriser, vous en avez probablement plein de méthodes. Il y a Rice, il y a Moscow, il y en a plein. Et donc, les deux axes un peu tarte à la crème, et je pense que je ne vous apprendrai rien, c'était business value d'un côté et effort de l'autre. Business value, c'est quand même le premier driver. Moi, j'ai regardé pas mal de talks sur la partie de GenAI et j'ai vu énormément de prises de parole sur on a exploité la GenAI pour améliorer la bottom line plutôt que la top line. C'est-à-dire, on a réduit nos coûts, on a réduit le volume de tickets qu'on gère sur le customer service. On a automatisé une bonne partie, c'est un peu le SVI nouvelle génération, le serveur vocal interactif nouvelle génération, où on peut un peu mieux interpréter les besoins des clients et réduire l'effort humain qui est lié au traitement. Nous, c'est pas un délire chez Encore Store pour deux raisons. Donc la première, ce que je vous ai dit, c'est qu'on est dans un métier B2B et donc chaque client a envie d'être traité de façon un peu privilégiée et donc avec une relation humaine qui est quand même centrale dans un commerce B2B. Et la deuxième, c'est qu'on veut travailler sur la top line. On est une boîte qui a envie d'augmenter notre GMV. Alors GMV, gross merchandise value, c'est un peu le chiffre d'affaires à la différence près que le chiffre d'affaires, c'est des matières premières que vous achetez et qui apparaissent dans votre bilan comptable et que derrière vous redistribuez parce que, entre guillemets, ça devient votre propriété à un moment donné. Alors qu'en fait, dans une marketplace, que ce soit Le Bon Coin, que ce soit Encore Store, on ne possède jamais physiquement le bien. On ne l'achète pas pour le revendre, donc on n'a pas d'amortissement lié à ce bien-là. On met en relation des personnes qui distribuent le flux de biens physiques, mais jamais ça devient notre propriété. Alors, un tout petit peu au niveau de la responsabilité, au niveau du flux de biens physiques, au moment où on reçoit physiquement le produit et on l'amène chez le commerçant, mais c'est une petite parenthèse et on n'en parlera pas là, sauf si c'est une question dont on pourra se poser la question à partir de midi et demi, midi 40. Donc voilà, premier grand axe de travail, c'est la partie business value. On veut augmenter la top line, on veut améliorer notre volume d'affaires. Et un des gros drivers, c'était qu'on voulait mettre en évidence les produits un peu niches. Un des problèmes d'Encore Store, c'est d'avoir 4 millions de produits et de ne pas toujours tourner avec les mêmes. Parce que soit on lock déjà le commerce avec des brands privilégiés, mais d'autre part, on se met dans une configuration où derrière, on ampute un peu notre business model. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est mettre en relation systématiquement des nouveaux retailers avec des nouvelles marques, histoire de générer cette flywheel, c'est-à-dire le fait de développer des relations. Et comme une marketplace, on a un réseau qui grossit avec de plus en plus de personnes qui s'inscrivent parce qu'il y a de plus en plus de marques qui sont dispo. Puisqu'il y a de plus en plus de commerçants qui s'inscrivent, il y a de plus en plus de marques qui sont intéressées à monter sur cette place de marché parce qu'il y a beaucoup de demande et donc demande, supply, et on grimpe comme ça avec un effet réseau qui grossit et donc une taille de structure qui est satisfaisante. Et nous, notre principal driver, c'était de promouvoir des produits un peu niche, un peu custom, avec une verticale de recherche bien spécifique. Et donc, on va voir juste après ce que ça se caractérise sur un exemple, à savoir la verticale vinicole. Donc, premier axe de travail, la partie business value. Deuxième, c'est l'effort. Alors ça, pareil, tarte à la crème, je pense que impact versus effort, c'est votre matrice de priorisation numéro 0 pour les product managers qui sont autour de la table. En revanche, nous, il y avait quand même deux drivers importants, donc la gestion des coûts. Et ça, c'est un truc qui est assez intéressant avec la partie GenAI, c'est qu'en fait, quand on a 4 millions de produits, l'effort que tu fais, et c'est un peu la courbe qui est à droite,
la courbe illustrative, hein, bien sûr. Au début, on a un effet investissement lié au dev, lié au proto, lié au fait de connecter avec une API d'un vendor LLM, etc., où il y a un vrai coût à l'entrée. Et en fait, derrière, le coût marginal sur la prochaine marque que vous onboardez, les prochains 10 000 produits que vous allez numériser, en fait, il est quasiment nul. Il est quasiment nul à la fois dans le temps technique que vous allez faire sur le dev, et il est aussi quasiment nul sur le nombre de tokens que vous allez faire passer à travers l'API. Et en fait, le coût marginal, pour vous donner un chiffre, le coût marginal d'un produit que l'on numérisait via GenAI pour le faire entrer dans notre framework de manipulation de ce produit et des métadatas, il est de 5 centimes par produit numérisé. Donc franchement, il est assez limité. Et donc la question du coverage se posait également, et le dernier levier sur cette partie effort qui nous a fait prioriser ce use case de GenAI, c'était la partie skills. On avait très envie de le dev in-house, on n'avait pas envie de l'outsourcer, ni trop chez un vendor, ni chez un fournisseur, que ce soit du freelancing ou que ce soit un cab. Et donc, on avait très envie de le faire nous-mêmes pour monter en compétence dessus, pour pouvoir répliquer ça. Et ça m'amène au troisième axe de priorisation, qui est peut-être un peu plus custom. C'est le côté contribution cumulée. L'effet compounding, à savoir le fait que quand tu dev ce use case de GenAI, en fait, derrière, la possibilité de ramification de ce use case, elle est facile et elle permet derrière d'accélérer sur d'autres configurations. Pour aller assez concrètement dans l'exemple, on a préparé un pipeline qui nous permet de générer des attributs de façon standard dans des verticales retail données. Je rentre dans la verticale food and drinks et bière, et du coup, je vais aller chercher le taux d'alcoolémie de la bière, si c'est de l'IPA, si c'est brassé, si elle est blanche, si elle est blonde, si elle est brune. Et en fait, derrière ce pipeline, une fois qu'il est développé, potentiellement, on veut rajouter un label parce que il y a un label tendance qui vient. On veut rajouter le cruelty free sur un certain nombre d'attributs liés au testing des cosmétiques, par exemple. Ou alors, on veut rajouter un label bio ou label rouge, etc. Et en fait, on change notre prompt, on change notre framework dans la génération des attributs du produit. Et on peut reprocesser tout notre catalogue basé sur cette question-là. Deuxième exemple typique auquel j'ai été confronté il y a 2 semaines. La personne en charge du legal chez Encore Store vient me voir et dit en fait on a des contraintes liées à l'import de produits alcooliques sur le sol français, donc il y a un certain nombre de formulaires à respecter, etc., et on veut comprendre quel est le taux d'alcoolémie et potentiellement si nos produits sont alcoolisés ou pas alcoolisés, etc., et donc il fallait avoir un axe d'information très précis et juridiquement valide est-ce que ce produit il est alcoolisé ou il n'est pas alcoolisé. Sachant qu'il y a des pièges chez Encore Store, nous on distribue des nécessaires à cocktail. Les nécessaires à cocktail, c'est noté mélangez-le avec du gin, mélangez-le avec du rhum, sauf qu'en fait, tu as un produit sec qui ne contient absolument pas d'alcool. Et donc, tu as quand même des faux positifs à faire attention au niveau de GenAI et des filières, du post-processing sur le traitement de la sortie API, qui est quand même un peu stratégique pour éviter de tomber dans des pièges qui sont liés aux produits que tu distribues tout simplement. Donc bref, 3 axes de travail sur la priorisation des use cases, business value, effort et l'effet cumulé et compounding effect sur la contribution de la feature GenAI. Shaima, ta question, c'était non, c'était en fait on a prototypé la chose, mais on a pensé la matrice de priorisation dans la version industrialisée directement. Donc faire le POC sur 10 produits, ça fonctionnait très bien. En fait, derrière, avoir un framework qui est robuste sur l'ensemble de notre catalogue, tu étais obligé de te poser la question de OK, mais quand j'ai terminé avec ma verticale food and drinks, je vais tacler la verticale textile. Et la verticale textile, un des exemples typiques, c'est tu as un attribut sur l'âge. Est-ce que c'est du bébé, est-ce que c'est du enfant, etc. Et en fait, ces attributs produits, tu pouvais, tant que tu n'as pas pensé la partie industrialisation, tu n'as pas couvert l'intégralité du use case, et donc tu as une conception de ton effort, une évaluation de ton effort qui est que parcellaire.
Maintenant qu'on passe la théorie, qu'est-ce que ça donne au niveau de la pratique? Ça, c'est un screenshot qu'on avait sur Encore Store avant qu'on processe le catalogue. Tu cherches vin. Alors vin, si vous voyez le fil d'Ariane, on est sur un fil d'Ariane en anglais, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, on a de la traduction. Donc si tu cherches vin, bah, ça traduit sur wine on est sur un navigateur anglais là. On a quatre langues de travail, anglais, français, italien et allemand, il me semble. Et donc ça, c'est la version avant. Et la version après, on a un peu plus de vin. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a du vin, mais on a aussi une terrine. On en parlera juste après si vous êtes curieux, enfin en fonction du temps. Et donc, le délire, c'est quoi? Le délire, c'est que on a numérisé notre catalogue produit en essayant de trouver les attributs, donc entre guillemets la métadata du produit, qui permet de décrire le produit et de gagner en précision au niveau du produit. Je suis peut-être allé un peu vite sur la précédente, le précédent rendering. Certes, on a gagné en précision au niveau des produits, mais surtout, on a généré des attributs qui permettent des commandes de filtrage. Et donc, il y a un côté visible en haut de l'iceberg qui est quand même un peu important sur les use cases générés. Souvent, on a l'impression de faire du travail back-end, du travail en chambre, mais on ne voit pas l'impact visuel au niveau de l'utilisateur final et dans le produit. Et c'est pour ça que cette feature-là, je la trouve intéressante aussi, c'est qu'à la fin de la journée, on a quand même un certain nombre de commandes de filtrage qui sont autant d'entrées dans les attributs et qui nous permettent de comprendre que quand tu recherches 20, tu rentres dans une catégorie donnée qui est la catégorie Food and Drink, c'est 20, et ensuite derrière, potentiellement, tu peux accéder à un certain nombre d'attributs qui permettent de raffiner ton résultat de recherche, avec potentiellement la durabilité, est-ce qu'il faut le conserver, est-ce que c'est un vin à boire tout de suite, etc. etc. Est-ce que tu as des préférences au niveau de ton régime, est-ce que tu peux est-ce qu'il est vegan, etc., etc. Enfin bref, on a un certain nombre d'attributs. Et ça nous permet donc potentiellement d'aller chercher l'appellation, le millésime, etc. Et derrière, en fonction d'une donnée qui est brute, et c'est ça qui est super chouette avec les LLM, tu prends une donnée brute qui n'est pas forcément bien labellisée et bien tabulaire, et en fait derrière, il va aller chercher un champ sémantique et derrière un certain nombre de valeurs booléennes, etc., qui nous permettent de décrire cet attribut. Au niveau de l'impact, c'est un peu ça au niveau technique. Tu renseignes une description, enfin tu captes une description qui est stockée dans notre PIN. Et derrière, tu viens prompter ChatGPT, l'API d'OpenAI qui te dit, voilà, en fait, sur ce produit 12 41 765, on a le contenu de l'alcool, on a la drinking température, on a les notes de gooseberries, de fruits de fruits de type fraise, cerise, enfin whatever. Et derrière, des données qui sont assez intéressantes aussi pour comprendre le taux d'alcoolémie, à combien tu dois le conserver, etc., etc. Et ce qui est assez cool, c'est qu'on a gagné en précision au niveau de notre rangement des produits. Avant, tu avais 70% des produits qui étaient bien rangés, ça veut dire que tu en as 30% qui étaient mal rangés. Donc potentiellement, tu rentres dans la catégorie 20 et tu tombes sur, c'est ce qu'on a vu précédemment, tu tombes sur des dessous de verre, tu tombes sur des posters qui te présentent du vin, etc., etc. Donc, c'est bien pour le champ sémantique, c'est pas bien pour un commerçant B2B qui a un point de vente qui vend du vin, et il se fout d'avoir des affiches de vin, lui ça l'intéresse pas du tout. À quoi ça ressemblait au niveau technique? Préparation de la donnée, je vais aller assez rapidement parce que je pense que ça c'est assez tarte à la crème et je peux passer plus de temps sur les apprentissages, ce sera peut-être un peu plus concret pour vous. Donc préparation de la donnée, on a échantillonné une centaine de produits par catégorie histoire de comprendre quels étaient les attributs qui étaient pertinents à ressortir. Par exemple le millésime, le taux d'alcool, etc., etc. Ensuite, on a préparé le prompt et prompté OpenAI avec des contraintes qui étaient à la fois de volume, de coût. Donc, on a travaillé avec la batch API. Ensuite, donc la génération brute de l'output, du JSON qu'il faut derrière processer et nettoyer. Et c'est surtout la dernière partie qui est assez intéressante au niveau du post-processing. Gérer les incertitudes du LLM qui te dit, qui est bête et méchant, enfin qui est intelligent et méchant. C'est-à-dire que un premier prompt, il va te dire je sais pas, un deuxième prompt, il va te dire non applicable, troisième prompt, il va te dire not specified, et donc il y a un peu de post-processing pour apporter cette surcouche
comment dire ça, d'uniformité et de lecture unique pour un œil humain. Et derrière, on a des checks de coverage qui étaient assez importants pour comprendre comment ça allait s'incarner au niveau du produit. Assez concrètement, tu processes donc la catégorie 20, tu vas récupérer un certain nombre d'attributs qui te dit potentiellement on va avoir vegan, on va avoir les suggestions d'appairage, on va avoir le profil aromatique, etc. etc. Sauf qu'en fait, il s'avère qu'en fonction des produits que tu as dans ton catalogue et de la métadonnée descriptive que la marque t'a mis à disposition, en fait, dans 32% des cas, tu as l'appellation, le millésime et le profil aromatique. Et là, tu as le produit qui vient de voir et qui te dit, bon, c'est gentil, mais en fait, si mon filtre, il a un coverage à 10%, je ne vais peut-être pas le mettre tout en haut parce que ça veut dire que s'il est utilisé par mes commerçants, potentiellement, j'ai 90% de mes produits éligibles qui vont tomber en non applicable et qui disparaissent du rendering post-application du filtre. Donc, il y a une discussion assez intéressante entre l'équipe science et l'équipe produit sur, OK, on a processé ça en GenAI, mais à la fin de la journée, à quoi ça va ressembler au niveau produit? Est-ce qu'on va avoir un bon rendering? Est-ce que ça se présente bien? Est-ce que ça a du sens d'un point de vue utilisateur? Par exemple, le fait de savoir que la bouteille se ferme par un bouchon en liège ou par un bouchon à visser, bon, c'est gentil, mais on s'en tamponne un peu, quoi. Deux grands enseignements sur ce slide que je vais vous partager. Donc c'est un peu ça le côté business side. On avait soit un très bon coverage mais peu de pertinence, soit à contrario un très mauvais coverage mais beaucoup de pertinence pour les product managers et le business qui voulaient voir ça en prod. Et deuxième use case, deuxième learning dont je vous ai déjà parlé, à savoir OpenAI, il est bien à générer de la donnée, mais en fait, il n'a aucune mémoire. Avec les RAG, c'est peut-être un peu mieux, mais pour le coup, chaque fois que tu le repromptais, potentiellement, il pouvait te donner une réponse qui était juste, mais sensiblement différente, techniquement parlant, de la précédente. Et donc, il y a un peu de post-processing à faire. Au niveau des learnings, donc un des trucs qui a très bien fonctionné dans cette initiative-là, c'était la value for money. Pour le coup, on a travaillé avec différentes versions au fur et à mesure que c'était release, donc c'était Q1, Q2, GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-4o, 4o Mini. Et en fait, on s'est rendu compte que processer de la donnée de champ texte sur un modèle mini, par exemple, ça fonctionnait quasiment aussi bien que prendre la Rockstar, qui en fait est plus coûteuse. Potentiellement idem, processer des images, on s'est rendu compte que c'était très coûteux par rapport à ce que ça a apporté en incrément de précision. Et donc, il y a un bon trade-off à faire, il y a une bonne analyse à faire, donc, principalement au niveau du POC à ce moment-là, pour se dire, OK, quel est le modèle que je choisis, quel est le vendor que je choisis, quelles sont mes contraintes. Si batch il me répond en 24 heures, dans ces cas-là, j'ai peut-être essayer de processer une API qui est en réel, etc. etc. Donc, il y a un cahier des charges à la fois fonctionnel et technique qui est à définir, qui est le truc qui a plutôt bien fonctionné chez Encore Store entre fin Q1 et début Q2. Et la partie scalability, j'en ai déjà parlé. Notre coût marginal du produit, il est à 5 centimes. Donc pour le coup, c'est hyper intéressant. Il est à 0,5 centimes même. Et donc, c'est hyper intéressant pour processer 4 millions de produits. Et si il faut qu'on reprocesse tout le catalogue parce qu'il y a une nouvelle verticale qui est bien spécifique, et pourquoi pas, c'est 0,5 centimes x 4 millions, ça commence à représenter un certain coût. Mais à ce moment-là, on se posera la question potentiellement d'échantillonner ou potentiellement de processer une batch API qui est peut-être un peu moins coûteuse. Les choses sur lesquelles on a appris, l'organisation du travail, au début, c'était 100% embed dans la squad. Donc, il y avait 3 data scientists qui bossaient 100% embed dans la squad. Et en fait, un des enseignements qui nous est apparu, c'est que à la fin de la journée, de toute façon, c'est de l'engineering work. Donc, il y a des tests unitaires à faire, un proto à faire, un proof of concept et une upstream lead pour montrer que ça peut fonctionner, etc. etc. Et donc, de toute façon, tant qu'il n'y a pas une V0.5 qui est prototypée et qui est partageable en interne, est-ce que ça vaut le coup de mobiliser une squad avec des développeurs front-end, des designers qui vont, entre guillemets, attendre que le produit, que l'intégration se fasse et que le produit puisse briller là-dessus? C'est l'enseignement qu'on a eu, c'est que c'est plutôt non. Il faut plutôt viser une approche qui est l'approche hybride que moi je mets en place, à savoir les data scientists font le proto, montent la valeur. Si ça fit, on
première touch base avec les stakeholders et les squads, si ça fit, on passe de la 0.5 à 0.8, 0.9. Et derrière, quand il s'agit d'intégrer le service science au back-end, de voir à quoi le look and feel au niveau front-end, etc., seulement à ce moment-là, on fonctionne avec une squad qui a ses cadences, ses propres contraintes et ses stakeholders aussi business qui sont on top de la contribution tech, product et data qu'on avait mise en place. Et deuxième chose, on a travaillé très vite avec OpenAI. Maintenant, j'ai tendance, et puis c'est d'autant plus vrai depuis que Trump a décidé d'avoir cette souveraineté autant vis-à-vis de l'Europe que vis-à-vis de la Chine. Je pense qu'on est en train d'ouvrir une ère où il va falloir réfléchir un peu mieux l'énergie qu'on a sur le sol européen et la matière intellectuelle qu'on a sur le sol européen pour être sûr de serrer les coudes, à la fois d'un point de vue business, et c'est un peu le fondamental d'Encore Store, on aide les independent retailers à thrive, à exister et à survivre. Et donc là, c'est une petite préférence, je pense qu'on devrait répliquer ce use case. J'aurais plus posé la question de est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser à Mistral. Donc on va rouvrir le chapitre avec eux là dans 2-3 semaines. Mais voilà, sur ce use case-là, on l'a fait avec OpenAI. Rapidement sur les outputs, deux grands indicateurs à vous partager. 28% de taux d'ajout panier en plus pour les produits qui sont bien labellisés, donc les fameux 30% qu'on avait mal catégorisés. Quand ils sont rangés dans la bonne catégorie, ils sont le plus souvent cliqués pour des raisons pertinentes et donc le plus souvent mis au panier. Sur les use cases avec des filtres générés par intelligence artificielle, on a 7% de taux d'ajout panier en plus quand les filtres GenAI sont exploités versus des filtres génériques qui sont ceux qui étaient de façon standard mis à disposition dans la marketplace avant cette initiative-là. Et donc, on a quelques insights assez intéressants sur les indicateurs qui, encore une fois, impactent la top line métrique et moins la bottom line. L'étape d'après, c'est le fait d'intégrer ces services-là de façon prod ready, c'est-à-dire le fait d'en faire un service qui est disponible comme n'importe quel service back-end et sous deux angles d'approche. La brand décide d'uploader des nouveaux produits, elle va les poser sur la table. Nous, on va regarder ce qu'il y a sur la table et on va dire OK, tel millésime, tel truc. Donc en fait, il y a une approche industrialisée et automatisée dans l'ingestion des nouveaux produits ou la modification de ce produit-là, parce que la brand peut éditer ce produit-là. Et derrière, on le pose dans notre squad brand qui est en charge de centraliser tout ça. Et la partie création de nouvelles catégories. Une fois que tu as mappé le produit dans la bonne catégorie, tu peux te rendre compte que en fait, tu peux faire un K-means, tu peux faire derrière des mécaniques de classification qui disent puisque j'ai ingesté 1000 produits de plus dans cette catégorie-là, avant on avait 3 sous-ensembles, ça vaut peut-être le coup de créer 4, 5 sous-catégories parce qu'en fait, on a remarqué que l'exemple typique cette semaine, c'est la personne qui est en charge de la sélection des marques et des produits chez Encore Store qui disait, tiens, il y a une nouvelle trend, c'est le kidult, c'est-à-dire c'est les jouets pour adultes. Et en fait, on se rend compte que si on a beaucoup de marques qui mettent à disposition des produits, ça vaut le coup de présenter cette catégorie-là, qu'elle soit découvrable, cliquable, et qu'on classifie nos produits de façon différente pour potentiellement avoir n'importe quoi, des jeux de rôle pour adultes qui sont très custom et qui ne rentrent pas dans la catégorie baby and kids chez nous, par exemple. Voilà en substance pour 30 minutes de speech. C'est le moment de poser des questions. Excellent. J'avais débrayé sur le chat. Je vois Mathias qui dit canon les questions. Donc, Mathias, je compte sur toi pour flécher vers les bonnes. Yes, de fou. Et vraiment, ça fuse. Donc, on va essayer de tout traiter. Merci en tout cas. Merci Thomas. C'était vraiment passionnant. Et je pense que tu as donné un niveau de détail qui donne de l'actionnabilité aussi. N'hésitez pas à balancer les questions sur les infos qui vous manquent pour actionner derrière. On va essayer de prendre un peu en entonnoir. Et tu as Damien Chambon qui demandait sur la priorisation des sujets IA. Comment est-ce que vous avez pris en compte l'impact des skills que vous aviez en interne au niveau des équipes, le côté buy ou in-house, il précise, dans la décision finale de collaboration, de priorisation, est-ce que c'était un sujet? Parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas formé aujourd'hui sur ces sujets-là en interne dans toutes les boîtes. Est-ce que tu l'as pris en compte et comment?
Ouais. Alors, il y a la version réponse officielle et la version réponse officieuse. Comme on est en communauté, on va dire les deux. La partie officielle, c'est qu'en effet, c'est toujours bien d'avoir, pour guider la réflexion au niveau top management et au niveau impact at company level, cette clé de lecture pour réfléchir sur ces use cases-là, donc à savoir skills, temps de shipping, coverage, estimation du risque. Tout ça, c'est des clés de lecture qui permettent de guider la pensée pour avoir une discussion rationnelle sur la façon dont on engage n'importe quelle initiative, qu'elle soit GenAI ou pas d'ailleurs. En pratique, chez Encore Store, on est en Small is Beautiful. On a 3 personnes dans l'équipe Data Science, 5 dans l'équipe Data Eng. Donc la réalité, c'est qu'on t'a fait aussi en fonction de la motivation et du drive qui était à la fois perçu dans la squad produit Discovery qui était en charge de cette initiative et à la fois côté data science sur le data scientist ou l'MLOps qui était surchaud sur cette initiative-là, qui avait envie d'ouvrir un pipeline avec OpenAI et de se dire vas-y, ça coche la case de la montée en compétences internes. Ça permet de nurturer les équipes et de les motiver parce qu'il y a un use case sexy à aller chercher. Et en plus, ça impacte la top line. Donc, en fait, quand tu mets ça dans le shaker, tu as déjà pris 50% de ta décision. De façon rationnelle, c'est bien de scorer l'initiative avec des jauges de 0 à 10. En pratique, c'est rarement le cas. Avant, j'étais très scolaire et je pensais beaucoup ça. Et plus le temps passe, modestement dans ma carrière, je me rends compte que en fait, il y a quand même un petit peu il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Qui est très intéressant. Et il y a beaucoup de questions sur votre choix d'OpenAI, le choix du modèle. Il y en a qui disent, ouais, mais pourquoi t'as pas testé Claude? Ouais. Est-ce que vous auriez dû hoster des modèles vous-même? Quel a été le trade-off? Et je voudrais peut-être compléter et dire, si aujourd'hui tu refaisais le projet maintenant avec le contexte voilà, des modèles disponibles, il y a beaucoup d'open source, il y a du français, tu partirais sur quoi? Ouais. Alors, en effet, il y a 2 axes dans la réponse. En effet, ce que je disais sur Mistral, je le confirme. Et en fait, quand je mets en perspective ce qui s'est passé là, avec là où on était à l'époque, faut se rappeler qu'en février, mars, avril, tu avais OpenAI qui était à la course au modèle suivant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais toutes les 3 semaines, c'était 4 qui sortaient. Enfin, c'était 3.5, puis 4, puis large. Enfin, non, c'était pas large, c'était comment ça s'appelait, Turbo. Et puis c'était 4O, et puis après c'était 4O mini, etc. Donc, avec le temps, je me rends compte que la courbe de maturité des modèles, elle a été incroyable au niveau LLM. Enfin, j'ai jamais vu une courbe de maturité sur une industrie aussi rapidement atteinte. Alors, c'est peut-être faux ce que je dis, hein. Ça se trouve, des personnes plus expertes que moi, et ça se trouve, le manager de l'équipe Data Science me dirait, mais non, en fait, tu te rends pas compte qu'il y a telle ou telle approche. Mais cette partie hosting dont on va parler, je pense que c'est ça la nouvelle étape. Donc, sur la maturité des modèles, aujourd'hui, je pense qu'on aurait eu plus de moyens et plus de recul pour les bencher. Et donc, je pense qu'une des étapes qui aurait pu être faite à conduire ce projet en décembre 2024, c'est de prendre un échantillon de 10 000 produits, de le passer chez Claude, de le passer chez Anthropic, de le passer chez OpenAI, de le passer chez Mistral, et puis d'aller bencher un compromis entre coût, temps de réponse et pertinence du modèle. Donc, un des axes dans le travail. Et sur la partie hosting, c'est marrant, on en parlait avec Mistral il y a 3 semaines, où on se posait la question et où en fait le commercial avec qui on discutait disait tant que vous n'avez pas un volume qui est démentiel, le coût que ça va vous coûter en cloud chez vous versus nous, ce qu'on arrive à faire en effet d'échelle par rapport à tous nos clients, vous y serez probablement pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se poser la question au Q1, mais aujourd'hui, on a plutôt cette approche, et d'ailleurs dans l'industrialisation qu'on a faite pour connecter les marques et streamliner en prod ready l'ingestion de notre catalogue. Le dev du service qu'on a fait, c'est de prompter l'API OpenAI, de récupérer la metadata, de l'injecter dans le PIM, enfin
produire en réponse dans notre réponse API, et derrière le back-end, quand il a sollicité notre API et qu'on lui a répondu avec les attributs et la catégorie dans laquelle il faut le ranger, et ben, il décide de faire ce qu'il veut. Notre contrat de travail se limite à produire les attributs et à bien ranger le produit dans la catégorie qu'on suggère. Après, à lui, au back-end et au service côté brand, de décider comment il veut l'injecter dans le PIM. Mais sur le hosting, on va se poser la question. J'ai pas d'éléments probants à évoquer là-dessus pour l'instant. Ça marche, pas de souci. Mais non, mais tu nous donnes vraiment beaucoup d'infos et c'est vrai que voilà, si l'usage n'est pas monstrueux, en fait, vaut mieux s'appuyer sur des infrastructures de cloud qui optimisent ça et payer, comme tu disais, au service, quoi, à la conso, plutôt que de mettre en place sa propre machine de guerre en interne. Ça, c'est un bon. Parce qu'à mon avis, je pense pas qu'il y a 10 000 personnes qui sont dans des boîtes cotées au Nasdaq avec des volumes dans ce live. Donc, considérez ces éléments-là avant de vous dire, oh, on va tout bâtir nous-mêmes. Damien qui refait une remarque assez intéressante. Il dit que beaucoup des talks sur GenAI se concentrent sur la réduction des coûts versus la création de valeur pour les clients, qui est virtuellement illimitée. Est-ce que tu es d'accord avec ce truc de, voilà, aujourd'hui dans les boîtes, on est très focus sur la réduction des coûts et j'aimerais étirer un tout petit peu la question. Est-ce que toi, au niveau des conversations COMEX, au niveau ouais, on va dire du buy-in interne et de ce vers quoi tu sens les entreprises effectivement vers quoi elles sont tirées pour faire de l'innovation sur des produits avec l'IA. Est-ce que tu sens qu'il y a des dynamiques effectivement qui tirent vers des directions qui ne sont pas forcément les meilleures? Ouais, c'est bon. Qui suis-je pour porter un jugement sur cette réflexion-là? Je pense que c'est plus complexe de travailler dans un champ d'innovation que de travailler dans un champ de productivité. Enfin, c'est un peu la frontière de la productivité qui est évoquée par Damien, à savoir, c'est plus facile de connaître ce que tu connais déjà plutôt que d'imaginer ou d'inventer ce que tu connais pas. Donc, d'un point de vue tracé du projet, de l'initiative, quel que soit le nom, entre le moment où tu as l'idée jusqu'au moment où tu viens shipper, connaître ce que tu dois optimiser, c'est facile parce que tu sais exactement les points de douleur, si tu as les bonnes mécaniques de mesure, je pense que c'est beaucoup plus facile. Et donc, on va dire qu'il y a cette faculté que je trouve très admirable sur les continents américains, de sauter dans l'inconnu et de se dire c'est pas grave, ça va marcher. Je trouve que c'est ça crée des biais sur l'ego qui sont critiquables, mais en fait, il y a une certaine confiance à l'idée de toute façon résoudre la problématique à la fin de la journée qui pousse à l'innovation, qui pousse au cul. Alors que dans une industrie, dans un domaine européen qui a plus de mal à innover, qui a des charges employeurs qui sont démentielles, où tu punis, où tu mets un boulet au pied de façon plus facile. Je trouve que c'est plus facile de choisir le chemin à droite qui est l'optimisation plutôt que l'innovation où il y a beaucoup plus de dangers, d'ambiguïté et d'éléments incertains à la fin de la journée. Après, c'est dans un business existant, et encore Star, c'est le cas, trouver un use case IA qui va répondre à l'attente de nos consommateurs et qui en même temps est dans l'évolution naturelle de la boîte, c'est pas forcément simple. Et donc, je m'arrêterai là-dessus. Je pense que tu as les boîtes actuelles qui vont potentiellement aller faire une excroissance dans leur proposition de valeur actuelle, et c'est drivé par l'IA ou nourri par l'IA ou accéléré par l'IA. Et tu vas avoir les boîtes qui vont se créer, qui sont en train de se créer. J'ai un pote qui est en train de créer une boîte. Le cœur du réacteur, c'est l'IA. Il écoute des bruits. Alors, je ne vais peut-être pas en parler trop précisément parce que peut-être qu'il m'en voudrait. Mais en gros, il a conçu son produit sur l'intelligence artificielle et est en train de créer sa valeur fondamentale, sa proposition de valeur fondamentale autour. Et donc, je pense qu'il va y avoir les boîtes historiques qui vont rajouter une ligne dans la top line et ça va être une ligne additionnelle, versus ceux qui vont créer leur boîte là-dessus, ça va être l'élément central, et derrière, potentiellement, tu vas imaginer de nouvelles propositions de valeur qui sont nourries par l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'il va y avoir un peu cette rupture entre le monde d'avant et le monde d'après.
À voir si on se reconnectera dans 10 ans et on verra bien où est-ce que ça sera. Ouais, on verra dans un an, le prochain live, on fera le bilan. Exactement. Mais en résumé, accrochez-vous. Ça va encore bouger. Il y a Sarah qui pose une question vachement intéressante sur la mesure de la performance et il y a plusieurs questions sur les questions du tracking aussi effectivement, comment est-ce que tu calcules la performance business des IA. Elle te demande aussi, d'un point de vue plutôt quali, attribution d'attributs, qui sont en cohérence avec la réalité. Euh, Comment est-ce que voilà, tu mesures, tu monitores en fait que l'IA est performante pour itérer, éviter les erreurs? Ouais, là-dessus, je suis un peu conservateur. Je considère que l'évaluation de la performance, il n'y a pas vraiment de nouvelles recettes, si ce n'est soit le quanti, soit le quali. Le quanti, c'est très simple, c'est du voice of customer. Tu prends tes 10 meilleurs clients, tu leur poses la question du avant-après, qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est toujours super utile parce que ça te permet d'avoir des nuances dans le feedback que tu n'auras pas d'un point de vue quantitatif. Qui est déterministe. Tu poses une question qui est calcule-moi l'uplift en fonction du taux d'add to cart. Et donc, tu as une question fermée dans le quanti, alors tu as une question ouverte dans le quali. Et donc, ma réponse rapide là-dessus, et la façon dont on l'a évalué chez Encore Store, en particulier sur ce case, c'est tu fais un A/B test, tu ouvres à 50%, tu regardes des métriques de façon très linéaire qui sont la découvrabilité de tes produits et les taux d'ajout panier, et derrière, tu mesures l'uplift en fonction de ça. C'est facile parce que c'est directement mesurable. La question se complexifie quand c'est plus difficilement mesurable ou que c'est plus long terme. Un des exemples typiques qu'on a chez Encore Store, c'est des marques qui sont très qui ont compris qu'elles voulaient nouer une relation partenariale avec nous, ce qui est notre objectif. Et tu as d'autres marques qui disent vas-y, je le prends comme canal de distribution, et puis en fait, dès que ça m'intéresse moins, je le dump, ou alors je vais aller contacter le commerçant directement. Et donc, tu as une relation qui n'est pas la même et des objectifs qui ne sont pas les mêmes. Et donc, si tu veux mesurer les conséquences d'une optimisation sur une relation partenariale, par exemple, il va falloir penser la mesure à 3-6 mois. Et alors là, ce n'est pas un A/B test en 3 semaines qui va te répondre à cette question. Donc, quand c'est directement mesurable, c'est A/B testing pour moi. Quand c'est plus difficilement mesurable, je ne suis pas sûr d'avoir une réponse toute faite à te fournir. Ça marche. Bah, écoute, c'est déjà hyper utile. Et on arrive doucement vers la fin. Là, on va te libérer parce que sinon, je sens que tu vas me demander de te libérer pour le déj. Donc, j'anticipe l'alerte. Mais peut-être juste, ouais, pour finir, une question de Renaud. Il demande en fait tes ressources. Qu'est-ce que tu recommandes comme lecture, site talk, pour notamment se documenter sur tout ce qui va être use case, implémentation AI. Peut-être des choses qui, toi, t'ont inspiré au moment où tu bossais sur ces sujets? La communauté TPC, j'aurais tendance à dire ça. Euh, non, blague à part, je trouve que ça bouge tellement vite que conseiller une lecture va pas être sunset par un autre article. Euh, je pense qu'il faut être abonné aux bonnes. Ouais, c'est un peu une réponse tarte à la crème que je vais te faire. J'ai aucun titre de papier en tête. Je pense que c'est Ok. important de suivre, soit sur. C'est important d'être dans les bonnes boucles et d'avoir constamment les oreilles grandes ouvertes sur les communautés qui se créent, sur les discussions. Moi, ce que j'aime bien, c'est regarder les boîtes qui pitchent. C'est marrant, je discutais avec une VC il y a 2 jours qui me disait en fait, on est en train de s'intéresser à telle nouvelle tendance et tout. Et donc, comprendre quand la courbe quitte l'abscisse et commence à décoller, je trouve que c'est un exercice qui est très complexe, mais toujours avoir les yeux grands ouverts et les oreilles grandes ouvertes, ça me paraît important. Je suis désolé, j'ai pas de ressources à te conseiller en lecture. Et ouais, et principalement, j'aurais tendance à dire que l'enjeu, c'est d'être sûr d'être abonné aux bons cercles de discussion, de rester humble de lire un maximum. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en tout cas, sur LinkedIn, déjà, si tu suis les mecs qui sont chez Hugging Face, Mm. OpenAI, sur tous les modèles Perplexity, Claude, enfin les gars d'Anthropic, etc.,
En fait, ils envoient tellement d'updates sur les produits que c'est vrai que et tu peux regarder directement les commentaires, directement les réactions des experts. Ça peut être pas mal ou sur Twitter, hein. Blue Sky plus récemment, je sais pas, mais je pense qu'on a la même stratégie du coup, Thomas, c'est d'avoir des feeds bien orchestrés pour que l'information remonte À l'époque, c'était du avec Reddit. les Je médias. sais pas si c'est toujours le cas. Ouais. Reddit, c'est clair, oui, clairement, tout le monde sur les bons threads, mais Je crois que bah, Canon, écoute, je te c'est laisse. Discord c'est Midjourney a commencé sur Discord, il me semble, hein. Donc clairement Il y a moyen. Mm. être abonné là-dessus, c'est pas mal. Oui, mais journée, ouais, clairement, t'as raison. D'ailleurs, c'était un bordel parce qu'il y avait une queue Ah, incroyable il y qui avait, il y battait avait en une heure queue quand il y monumentale à avait chaque du fois monde. que tu te connectais. Ouais. C'était énorme ce truc. Je pense qu'on s'en rappellera comme les débuts de, tu sais, genre les jeux vidéo où tu jouais à la Super Nintendo, trucs comme ça. On aura tous des souvenirs d'avoir attendu des heures sur Discord pour avoir un visuel sur une journée dans la V1. Ouais. Bah merci en tout cas, c'était canon. Il y a beaucoup de questions auxquelles j'ai pas répondu. Si vous voulez échanger avec Thomas, je pense sur LinkedIn, non? Ouais, Où n'hésitez est-ce qu'on peut surtout te pas. Il y en a contacter? une qui a pris 2 pouces, donc je vais peut-être juste la saisir. Je suis désolé pour ceux qui ont mis également 2 pouces. Pourquoi ne pas passer par une solution comme Algolia? Algolia ou Elasticsearch, en fait, c'est des solutions enfin, c'est des frameworks dans lesquels potentiellement on pourrait injecter ça. Je doute qu'ils proposent une numérisation, une création des attributs. Donc première question que je réponds un peu rapidement, Eman. Deuxième question, Alexis, sur les champs metadata qui existaient déjà et pourquoi pas les avoir demandés aux marques. Oui, c'était le cas pour une partie, mais ça scalait pas du tout en fonction de l'ensemble des verticales que je vous ai expliqué, food and drinks, textile, etc., etc. Et deux, la réalité, c'est qu'on est en 2024. Ce que la marque a envie de nous dire, on le prend. À nous de faire l'effort, et en particulier avec un LLM, de le ranger dans les bonnes cases, quoi. Qui est-on en 2024 pour dire vas-y, remplis-moi ce formulaire et dans ce champ-là, tu mets A, dans ce champ-là, tu sélectionnes la liste de valeurs et puis en fait, parmi les 10 champs sélectionnés, c'est jamais le 10 qu'il faut et donc on a envie de mettre autre. On est en 2024, grâce au LLM, il faut proposer ce souplesse-là au niveau expérience utilisateur et il faut cacher ça en back-office, en chambre pour simplifier l'expérience utilisateur et que ça participe au product market fit. Canon. Bah écoute, merci. C'est vrai que c'est des questions un peu techniques spécifiques que j'ai pas posées. Non, Donc, mais t'as limité le nombre de messages LinkedIn que tu vas prendre dans la foulée du live. j'en ai pris 2 Mais, au moins. c'est ça, Mais exactement. n'hésitez surtout pas. Ouais, nourrissez la communauté TPC. J'adore TPC. Je le dis pas parce que Mathias est là, mais ouais, n'hésitez Ça fait surtout plaisir. pas, soit via TPC, soit directement. Plus on se nourrit les uns les autres et plus on est pertinent. Et sur cette souveraineté IMIA, je pense que ça va être un peu stratégique dans la prochaine décennie. Gros enjeu. Ouais, et d'ailleurs, tu disais à un moment, effectivement, il y avait une question d'énergie. Je sais pas si tu as vu, mais Scaleway, là, ils partageaient que Qtile a fait 11 fois moins de consommation d'énergie pour entraîner son modèle que s'il l'avait fait aux US. Ouais, Parce que voilà, on a un modèle énergétique différent. Et c'est des sujets vraiment qui vont être tangents quoi, sur l'économie française, européenne. Donc ouais, les décisions qu'on prend tous ont de l'impact là-dessus. complètement. Ce sera le mot de la fin. Bah, merci encore Thomas et puis hâte de remettre ça très bientôt.